Classer les pays du monde selon un critère, on connaît. Par exemple, les pays les plus riches et ceux qui le sont le moins, les pays les plus peuplés et ceux qui sont les plus vides. Dans cette vidéo, je voulais vous proposer une manière moins connue de regarder les pays du monde selon des critères de vulnérabilité. Alors vous allez me dire que c'est extrêmement large parce que les pays du monde peuvent être vulnérables sur plein de plans, au niveau du dérèglement climatique, des pénuries alimentaires, des guerres, du terrorisme. Et bien grâce à l'indice Normandie qui a été développé par le Parlement européen, ça devient passionnant de regarder les pays du monde au travers du prisme des menaces qui pèsent sur la paix, la sécurité et la démocratie. Une fois qu'on a cette grille de lecture, on ne voit plus le Pakistan, Israël, ni même les pays scandinaves de la même manière. Un indice, c'est une mesure numérique qui va permettre d'opérer un classement. Et ce classement, qui est un classement quantitatif, l'idée c'est qu'il permette un questionnement qualitatif. Donc en gros, on va avoir un classement de pays dans le monde et on va se poser la question de savoir pourquoi ils sont classés de telle ou telle manière. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter aux chiffres du classement. Cet indice, il s'appelle indice Normandie en raison du fait que la Normandie a joué un rôle fondamental dans la Seconde Guerre mondiale et que c'est un indice qui est tourné vers la paix. Et c'est un indice du Parlement européen qui essaye de mesurer les menaces à la paix dans le monde, pays par pays. Sa spécificité, c'est qu'il prend en compte 9 menaces différentes numériques, c'est-à-dire numériques dans le sens où on va pouvoir les numériser, ces 9 menaces. Et ces 9 menaces, elles sont issues d'un document qui s'appelle la Stratégie globale de l'Union européenne, qui est en fait une sorte de vision stratégique de l'Europe, dans lequel les 27 États membres et les institutions se sont mises d'accord sur quelles sont les menaces à l'Europe aujourd'hui. Donc, dans cet indice, on regarde qu'est-ce qui menace l'Europe et on se pose la même question pour tous les autres pays du monde. Et donc, on a un classement avec environ 136 pays dans le monde. Et on va voir comment l'Europe se mesure à ces 136 pays dans le monde sur ces 9 domaines différents. Alors, il est spécifique cet indice pour cette raison-là, c'est-à-dire que c'est une vision européenne des choses. On s'est mis d'accord entre les États membres sur ce qui menaçait la paix en Europe et on essaie de regarder la même chose pour les autres pays du monde. Et il va se classer quelque part entre des indices qui sont très finalement plus globaux, comme l'indice global de la paix, Global Peace Index, qui en fait lui n'a pas une vision européocentrée, et des indices plus spécifiques dont vous avez probablement déjà entendu parler, comme par exemple l'indice Reporters sans frontières, mais qui lui s'intéresse uniquement à la liberté de la presse. Donc on est quelque part entre le global et le spécifique, thématique, et sa spécificité c'est d'être basé sur une interprétation européenne des choses. Si je devais expliquer ce qui compose cet indice, on a 9 indicateurs qui sont tirés des 11 indicateurs que l'Europe a définis comme les menaces principales. Alors vous allez me dire pourquoi 9 sur 11, c'est parce qu'il y en a 2 pour lesquels on n'a pas réussi à trouver une mesure numérique. Mais ceux pour lesquels on a une mesure numérique, je vais quand même regarder mon papier parce que je ne les connais pas tous par cœur, c'est globalement la vulnérabilité au changement climatique, la vulnérabilité au crime, l'insécurité énergétique, la vulnérabilité des processus démocratiques, c'est-à-dire la qualité de la démocratie, le terrorisme, les armes de destruction massive, la cybersécurité, les crises économiques, les États fragiles, c'est-à-dire les États qui sont dans une situation où en fait l'État pourrait se déliter, arrêter d'opérer ses fonctions principales, la désinformation et les conflits violents, c'est-à-dire les conflits ouverts. Voilà, donc là on a 9 menaces, et ce qu'on va regarder c'est numériquement ces 9 menaces, comment est-ce que elles se répartissent les unes par rapport aux autres. Et donc sur le site internet, le plus important c'est ce site internet sur lequel on peut jouer avec les données, c'est de pouvoir refaire le classement en fonction de chacun de ces 9 paramètres, ou de regarder le classement synthétique de tous les pays du monde. Donc si maintenant j'essaye de vous donner un peu des études de cas, la chose la plus importante, c'est que probablement les 10 pays les mieux classés du monde, vous les connaissez déjà. Ça va être la Norvège, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, alors parfois plus méconnu, le Costa Rica par exemple, qui est un pays globalement qui est très résilient, la Mongolie, l'Australie, voilà, donc en gros on les connaît. Les 10 pays les moins bien classés, probablement, si vous vous intéressez à la géopolitique, vous les connaissez aussi. Le Sud-Soudan, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, etc. Ce qui est important, je pense, de mon point de vue, ce qui est important, c'est les pays qui sont dans le 3e quart. C'est-à-dire dans lesquels ça va mal, mais ça pourrait aller encore plus mal. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de voir des pays dans lesquels la situation se dégrade et de se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que ça se dégrade encore plus et qu'il tombe encore plus bas dans le classement. Donc par exemple, si on regarde le changement climatique, ça c'est assez intéressant, c'est que la liste des pays que je vais vous donner, vous pourriez vous dire bah, c'est des pays dans lesquels il y a énormément de conflits violents, dans lesquels il y a des guerres ouvertes. Mais il se trouve que c'est aussi les pays dans lesquels le changement climatique
est le plus perceptible. Ça va être par exemple 137e, c'est-à-dire le dernier pays de la liste, la Somalie, juste avant le Sud-Soudan, le Yémen, l'Afghanistan. Donc là, vous voyez des pays dans lesquels vous pourriez vous dire, mais en fait, tout va mal, du changement climatique jusqu'au crime, à la cybercriminalité, à la crise économique. Mais là, je peux vous donner un pays qui est encore juste un peu avant dans la liste, le Tchad. Très intéressant parce que on voit bien aujourd'hui au Sahel, ça va plutôt mal, mais c'est aussi des pays dans lesquels le désert avance tous les jours d'1 mètre, et ça génère encore plus de conflits. Donc, pour faire de la prévention, c'est important de pouvoir mesurer différents paramètres et de se dire, en fait, c'est vrai, si on ne fait rien pour le changement climatique au Tchad, on va arriver dans une situation qui est de plus en plus problématique et qui va donner des conflits ouverts qui sera beaucoup plus difficile de gérer. Donc ça vous donne une première idée. Si on regarde par exemple la qualité des processus démocratiques, alors là je vais regarder plutôt dans le début de la liste, hein. Numéro 1, la Suisse. Numéro 2, la Nouvelle-Zélande. Numéro 3, très intéressant, le Costa Rica. Un pays auquel on ne pense pas toujours. Un pays d'Amérique latine, région qui est parfois un peu instable, mais qu'on retrouve très haut dans tous les indices de notre classement. Et l'Union européenne, prise en tant qu'entité, arrive 13e sur la qualité du processus démocratique. Donc c'est ça aussi qui est important pour nous, c'est pas d'essayer de dire l'Europe fait toujours tout mieux que les autres. Bien sûr, sur 137, on est dans les 10% les premiers, donc on a encore des choses qu'on pourrait faire encore mieux. Mais l'idée, c'est de pouvoir se placer par rapport aux autres, regarder les bonnes pratiques et regarder les endroits où ça va mal. Troisième élément, et je vais m'arrêter là, la désinformation. Si on regarde le haut du classement, très intéressant. Numéro 1, la Suisse, encore une fois. Numéro 2, la Jamaïque. Un pays où, en fait, globalement, il y a assez peu de désinformation. Numéro 3, l'Islande. Numéro 4, Trinidad et Tobago. Donc c'est aussi, cet indice, c'est aussi une manière très intéressante de décentrer son regard, de se poser des questions sur un certain nombre de pays dans lesquels ça va très bien, d'autres où ça va plus mal. Et l'important, c'est de passer, comme je l'ai expliqué, du quantitatif au qualitatif. C'est-à-dire immédiatement de se dire, ok, ce pays, il est classé comme ça. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Et pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser? Et surtout, quels sont les liens entre ces différentes variables? Alors sur la menace environnementale, nous, on l'a définie de deux manières différentes. D'un côté, la vulnérabilité au changement climatique. De l'autre côté, l'insécurité énergétique. C'est-à-dire l'insécurité énergétique, c'est des pays qui sont totalement dépendants d'autres pays pour importer leur énergie. Et c'est souvent un phénomène qui peut amener à de l'instabilité. Vous imaginez bien, si tout à coup on n'a plus d'approvisionnement en gaz ou en pétrole, les prix augmentent. On a bien vu ça en Europe ces derniers temps, avec la guerre en Ukraine, ça crée de l'instabilité. Donc si on regarde le classement, les derniers pays du classement, sur le cumul de ces deux variables, on va trouver l'Afghanistan, pas étonnant, mais on va aussi trouver la Turquie. Un pays qui cumule à la fois une vulnérabilité au changement climatique, avec des températures qui sont en train de devenir assez extrêmes dans le sud de la Turquie, et en même temps un pays nombreux, mais un pays qui doit quasiment importer toute son énergie, et principalement de Russie. Donc ça explique aussi la position de la Turquie aujourd'hui dans le jeu international, c'est-à-dire pays de l'OTAN, mais qui en même temps n'a pas vraiment pris des sanctions contre la Russie, et cette variable énergétique, on ne la prend pas toujours en compte. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que très souvent, on constate que cette instabilité environnementale, elle peut conduire à d'autres conflits. Je donne un exemple. En 2003, l'intervention américaine en Irak, vous avez énormément de déplacements de population de l'Irak vers la Syrie. Ces gens arrivent dans les grandes villes de Syrie, et ces villes de Syrie, elles ne sont pas équipées en termes de services publics, accès à l'eau potable, etc., pour accueillir toutes ces nouvelles populations. Environ 10% de population en plus. 2008, c'est-à-dire 5 ans plus tard, une énorme sécheresse en Syrie. Et donc là encore, cette fois-ci, des mouvements qui viennent de la campagne vers les villes, et encore 10% de population en plus. Et une totale déstabilisation du pays, parce que ces nouvelles populations qui arrivent, elles sont, disons, musulmanes pour une grande partie d'entre elles, dans des villes qui, elles, sont plutôt multiculturelles, multireligieuses, et il va y avoir ce sentiment que c'est parce qu'on est sunnite qu'on est maltraité. Sauf qu'en réalité, c'est parce qu'il n'y a pas de service public. Et donc ça va en fait donner une fragilité, je ne dis pas que c'est la cause principale, mais une fragilité au moment où l'État islamique va se développer. Avec cette idée que vous avez été maltraité, vous n'aviez pas accès aux services publics, parce que un mélange entre un conflit politique, qui était ce qui s'est passé en Irak, et une vulnérabilité environnementale en Syrie, qui crée un cocktail explosif. Donc ce qu'on n'est pas toujours capable de faire, et ça j'en parlerai peut-être tout à l'heure, c'est de savoir quelle variable vient en premier, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment capable de les séquencer. Mais c'est très intéressant de voir que dans les pays dans lesquels il y a
une fragilité environnementale, on est de toute façon plus susceptible de voir un conflit politique prendre une tournure vraiment violente. Une chose qui est fondamentale, c'est que si on doit se mettre d'accord au niveau mondial, global, sur la lutte contre les menaces à la paix, il faut identifier les mêmes menaces. Or, et ça c'est quelque chose qu'a fait le service de recherche du Parlement européen, c'est de jeter un œil aux documents dans lesquels les grands pays du monde identifient ce qui pour eux sont les principales menaces. Alors bien sûr, nous, au niveau européen, comme j'ai expliqué, on en a identifié 11, mais certains pays en identifient beaucoup moins. Si je regarde par exemple la Chine, les 4 principales menaces pour les Chinois, c'est le terrorisme, les conflits violents, l'insécurité cyber et les armes de destruction massive. Alors que si je regarde la liste pour la France, vous avez plus d'une dizaine de menaces qui sont identifiées par les Français. Le seul pays comparable à la France, c'est l'Australie, qui identifie exactement les mêmes menaces que la France. Et d'autres pays, comme les États-Unis, comme le Brésil, comme la Russie, en fait, vont adapter la liste à leur vision du monde, ce qui est parfaitement normal. Donc c'est vrai que ça a été un long travail pour les Européens de se mettre d'accord à 27 sur l'identification de ce qu'on pensait être les principales menaces. Parce que selon que vous êtes estonien ou espagnol, le changement climatique, vous ne le voyez pas exactement de la même façon. Si vous êtes irlandais, un pays neutre, ou si vous êtes grec, la question de la défense de l'Europe, vous ne la voyez pas exactement de la même façon. Donc ça a été long de se mettre d'accord entre Européens, et je pense que c'est encore plus long de se mettre d'accord au niveau mondial. Et cet exercice comparatif, c'est un exercice intéressant parce que ça permet, en fait, dans les discussions des Européens avec les autres partenaires mondiaux, d'identifier des zones communes sur lesquelles on peut avancer. Parfois, c'est des choses un peu inattendues. Si je prends la situation d'avant l'agression russe en Ukraine, un secteur sur lequel les Européens et les Russes avaient compris qu'il fallait avancer ensemble, c'était le changement climatique. Et les Russes ont été des partenaires importants du sommet de Copenhague et des précédentes COP. Pourquoi ? Parce qu'en Russie, vous avez le permafrost. Donc le permafrost, c'est une partie du territoire russe qui est au niveau du cercle polaire et qui, en fait, dans la taïga, vous avez une couche de neige, une couche de glace qui recouvre en fait des anciennes forêts, et que si ça fond, tout ce CO2 va être libéré dans l'atmosphère et ça va être extrêmement mauvais pour l'emballement climatique. Donc les Russes avaient identifié ce problème, et les Européens et les Russes, même s'ils étaient en désaccord sur plein d'autres domaines, pouvaient travailler ensemble sur ce secteur-là avant 2022. Donc pour d'autres partenaires dans le monde, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Australie, que ce soit les États-Unis, c'est très intéressant de faire cet exercice comparatif, de savoir quelles sont les menaces perçues par les uns et par les autres. La première, c'est de se poser la question, comme j'ai expliqué, de la dimension européenne de notre indice. C'est-à-dire, c'est une manière européenne de voir le monde, c'est bien entendu légitime, puisque ce qu'on essaye, c'est d'éclairer la décision européenne. Néanmoins, pas tous les pays du monde, pas tous les acteurs principaux voient les choses de la même façon. Donc ça, c'est une première limite. La deuxième limite, c'est de se focaliser uniquement sur le quantitatif. Parce que bien sûr, quand vous faites un indice, c'est très intéressant, tout le monde se rue sur le classement, parce que ce qui va intéresser les gens, c'est de savoir où est-ce que leur pays est placé dans la liste. Et se focaliser seulement là-dessus, c'est passer à côté de la dimension principale qui est le qualitatif. C'est de se demander pourquoi ce pays est classé comme ça. Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a reculé? Et pourquoi? Et comme je l'ai dit précédemment, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de regarder les pays qui sont dans le troisième quart, des pays dans lesquels la situation n'est pas très bonne et elle pourrait se dégrader rapidement. Et donc j'en viens à une autre limite, qui est que, bien sûr, ce classement, c'est un classement pays par pays. Donc, si vous regardez sur le site internet de l'indice, vous allez aussi voir que les pays qui vont mal, ou les pays qui vont bien, fonctionnent souvent en cluster géographique. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir un pays qui va très très bien, qui est le voisin d'un pays qui va très très mal. Très souvent, il y a une contagion, dans le mauvais sens ou dans le bon sens, et des indices qui sont des indices qui reposent sur un classement État par État, ne peuvent pas vraiment faire émerger cette dimension régionale. Si vous parlez du changement climatique, c'est tout le Sahel qui fait face à ce problème. Et donc il faudrait pouvoir regarder région par région. Alors c'est vrai que dans notre classement, on peut aussi affiner région par région, mais ça reste quand même, je pense, un problème, parce que la dimension transnationale, elle est fondamentale. Et enfin, peut-être la dernière chose, c'est, je pense, un peu un rêve
de scientifiques qu'on, à mon avis, ne peut pas réaliser aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas vraiment le faire, peut-être même avec des intelligences artificielles, un jour on pourra le faire. C'est de regarder sur le très long terme, si on a des indices comme le nôtre, sur le très long terme, pouvoir identifier, quand un pays descend dans le tableau, quel est l'indice qui se dégrade en premier. C'est-à-dire, est-ce que, en gros, sur les 11 dimensions qu'on regarde et sur les 9 dimensions numériques, on pourrait se dire, bah voilà, on est capable de créer un système d'alerte parce que si on a la dimension 1 qui descend très vite, alors on se rend compte que souvent il y a la dimension 2 qui descend très vite, et là ça devrait être un signal d'alarme que c'est un pays qui devrait être prioritaire parce qu'il vaut mieux agir à ce moment-là qu'attendre. Ça c'est quelque chose que, en fait, on ne peut pas encore vraiment faire parce qu'on n'a pas assez de recul, mais je pense que ce serait bien sûr très intéressant pour des grands acteurs mondiaux comme l'Union européenne, mais aussi pour les grands acteurs du développement et des aides humanitaires, de savoir où est-ce qu'il faut diriger son attention en premier. Est-ce qu'on a des signaux d'alerte qui devraient nous permettre d'attirer notre attention pour savoir où est-ce qu'il faut agir en premier.